Excellence Jean-Lycée Boussa Tongba, ministre du Commerce extérieur, qui est aujourd'hui à l'honneur. Et je dois les féliciter. Pourquoi? Parce que la plupart des mesures que nous prenons au niveau du gouvernement demeurent lettres mortes. Le président de la République, qui au terme de la Constitution, a le pouvoir exclusif de convoquer et de présider le Conseil des ministres, l'a rappelé à plusieurs reprises. Et beaucoup de ministres apparemment oublient que c'est nous qui devons définir les politiques, les définir pour que notre pays effectivement puisse créer des richesses. À chacun son travail. Nous faisons la politique du secteur, nous faisons la régulation, nous faisons la réglementation et nous protégeons notre espace économique, pas avec le protectionnisme de l'époque, mais en tenant compte du fait que nous sommes dans un monde qui évolue à la vitesse grand V et que nous ne sommes pas seuls. C'est comme ça que l'autre côté des réalisations imaginées par le gouvernement revient au secteur privé, à l'occurrence la FEC. J'ai déjà recouru plusieurs fois à l'administrateur délégué de la FEC et son équipe pour étudier ensemble les voies et moyens de sortir notre pays de la zone de la honte. Le Congo en lui seul, c'est un grand paradoxe. Un paradoxe inexpliqué et inexplicable et intolérable parce que, comme l'a dit l'administrateur délégué de la FEC, si nous faisons un saut dans l'histoire, en 1885, à l'époque léopoldienne, avec des méthodes infrahumaines, on imposait aux gens des quantités de produits à produire. Et si vous ne réalisez pas, on vous coupe d'abord une partie de votre main, après c'est le demain. Mais les gens ont produit. Mais ce n'est pas un modèle que nous pouvons encourager. Quand on a cédé l'État indépendant du Congo à la Belgique, nous sommes devenus la colonie belge. Là aussi, le point de chute, c'était l'agriculture, avec des barrières érigées entre les territoires et les villes. Et on vous impose une certaine quantité de produits à réaliser. Essentiellement les VA, les cafés, tout ce qui a les cotons et à côté de ça les minerais pour répondre aux besoins de la naissance de l'industrie en Belgique et en Europe d'une manière générale. Mais puisque ces gens-là doivent être nourris, les Belges lui avaient compris qu'il faut forcer les mêmes personnes à produire aussi à manger sur place pour qu'ils soient forts. Mais tout cela sont des méthodes. Vous remplacez la machette par la bastonnade, c'est inacceptable. En 1960, nous avons l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais quelle était notre santé économique? Nous étions au même niveau que le Canada. Nous étions au même niveau que l'Afrique du Sud. Au même niveau que la Corée du Sud. Aujourd'hui, nous nous disputons la palme d'or de dernière place avec des pays comme la Somalie. C'est une honte. Est-ce qu'on peut refaire encore ce Congo-là? Oui. Il faut d'abord y croire, rêver, rêvons ensemble, ayons confiance en nous. Derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déterminé à relever ces défis, d'un Congo qui va jouer son rôle moteur, qui va retrouver sa place naturelle comme le moteur du décollage économique, le moteur de la transformation énergétique. Et nous savons très bien que quand le Congo va s'élever, l'ensemble de l'Afrique va s'élever. Ceci dit, on m'a demandé de parler de la diversification de l'économie de la République démocratique du Congo face aux enjeux de la ZLECAf. Vous comprenez très bien que quand vous ouvrez vos portes
aux voisins et aux autres, vous entrez dans une compétition où vous dites « nous produisons tous et nous vendons tous à nos populations ». Mais ce n'est pas compliqué, ce n'est pas de la mathématique, que c'est celui qui est performant, qui a l'outil de production, qui a une main-d'œuvre qualifiée, qui a des centres de recherche, qui a des laboratoires de haute facture, qui va tirer profit de cette union. Et donc, la ZLECAf ne va pas revenir parce que j'ai lu pendant la pause l'exposé brillant du ministre du Commerce extérieur. Il a expliqué pourquoi la ZLECAf, en un mot, c'est pour créer une zone de libre-échange au niveau de l'Afrique. En un mot, c'est le marché commun africain, il ne faut pas que ça cache. Et donc, nous devons savoir, nous, en tant que République démocratique du Congo, et personnellement en tant que ministre ou vice-premier ministre de l'économie, qu'est-ce que nous devons faire pour que, en concrétisant la ZLECAf, nous ne vivions pas ce que l'Afrique est en train de vivre aujourd'hui au niveau de la mondialisation. La mondialisation, c'est un terme très flatteur, mais quand on fait la mondialisation, les pays qui avaient déjà de l'avance vont s'enrichir davantage et les pays qui n'ont pas compris qu'il fallait se réveiller vont s'appauvrir davantage. Voilà pourquoi l'Asie s'est réveillée autour des géants chinois et des Indiens. Et quand vous interrogez l'histoire, vous verrez qu'il y a eu des grands hommes qui ont pris la décision d'abord d'expliquer l'importance de leur pays aux populations. Ce n'est pas du patriotisme négatif. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose que vous ne connaissez pas. Si vous dites aujourd'hui à nos parents qui sont au village que la République démocratique du Congo, je mets entre parenthèses, est de loin plus riche que l'Amérique et l'Europe occidentale réunies, ils vont crier. Et pourtant, l'étude a été faite à l'Université de Columbie aux États-Unis qui démontre que 6 minéraux seulement de la République démocratique du Congo ont un potentiel, encore le mot potentiel. Je ne l'aime pas beaucoup puisque moi je crois qu'il faut y mettre de l'intelligence pour arriver au bien, pour satisfaire les besoins. Nous sommes à 24 000 milliards de dollars. Les États-Unis d'Amérique, son PIB avec l'Europe occidentale, c'est 22 000 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite, c'est 19 000 milliards de dollars. Donc, sur papier, nous sommes riches. Mais nous avons toujours dit en économie que toute théorie économique qui n'a pas comme finalité l'amélioration des conditions de vie de nos populations, c'est une chimère. Puisque la population, elle n'a pas besoin que vous lui expliquiez le cadre macroéconomique. Non. La population vous soutient à travers ses représentants au Parlement qui doivent suivre, faire les contrôles, élaborer les lois pour que les désidératas de la population soient respectés. Ceci dit, je vais parler de la diversification de l'économie et des avantages et des désavantages pour montrer finalement que la ZLECAf, ce n'est pas une mauvaise chose et que les obstacles aujourd'hui qui apparaissent comme des avantages peuvent être transformés en opportunités et aller de l'avant. 1. La position géostratégique de la République démocratique du Congo. Cette position, à elle seule, devait nous inciter, nous, dirigeants congolais, à soutenir notre secteur privé pour que nous soyons les centres de rayonnement du commerce en Afrique. Je ne connais pas un autre pays qui est au carrefour de la SADC. Ce pays lui-même est membre de la communauté des États d'Afrique centrale et en même temps il est membre de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est. Il est membre de COMESA. Ce pays-là est tout simplement magnifique et il est au cœur de l'Afrique. N'eût été la destruction de notre administration et des tracasseries, la destruction de nos infrastructures,
En principe, le hub de tous les avions qui font le tour du monde, ça devait être Kisangani ou Kinshasa, d'ailleurs Kisangani. Nous sommes à cheval entre les tropiques et l'équateur. De Kisangani, vous pouvez aller à Dubaï, vous pouvez aller en Asie, vous pouvez aller en Guangzhou. De Kisangani, vous pouvez aller en Afrique du Sud. De Kisangani, vous pouvez monter en Égypte. De Kisangani, vous pouvez traverser Mauritanie, puis vous allez de l'autre côté en Europe. Mais voilà, ce ne sont pas, en tout cas, les autres dirigeants des autres pays qui nous ont empêchés, nous, de faire ce que nous devrions faire. Et donc, cette position-là, je disais, elle est intéressante, il faut y ajouter le marché. Nos opérateurs économiques ont un marché important, de près de 100 millions d'âmes. Mais ce marché, avec une population africaine de 1,3 milliard, vous voyez très bien que nous sommes autour de 8% du marché africain qui compte 55 pays. C'est une fierté pour notre pays. Mais qu'est-ce que nous faisons de tout cela? Les dangers, ça c'est le premier obstacle. Je mélange les deux, je parle des avantages, je montre des obstacles qu'il faut faire sauter. Le danger, c'est quoi? C'est que le Congo aujourd'hui est complètement écartelé. Les gens qui sont à Beni, Butembo, Mahagi, Siro, Ariwara, Goma, Bukavu, Uvira, Baraka, Kalemi, sont en train d'échanger avec l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et le Burundi. Et puisque de notre côté, les conditions, le système bancaire étant complètement déficitaire, sinon pas incitatif pour que les petits puissent avoir un crédit et le rembourser, et les taux de rémunération de l'argent, et même les taux auxquels on vous prête cet argent, mais nous font concurrence. Tous ceux qui vendent du café, tous ceux qui vendent du coltan, tous ceux qui vendent de l'or, tous ceux qui vendent du thé, de la papaïne, du cacao à l'Est, ils vont loger leur argent dans des banques au Kenya, dans des banques à Kampala. Et ne vous en faites pas, il y a des entrepôts à Kigali appartenant aux opérateurs économiques congolais. Pourquoi? Parce que nos conditions au niveau de la douane sont tout simplement toxiques. Vous trouvez des taxes innombrables. De l'autre côté, vous voyez deux personnes, vous revenez du côté de la République démocratique du Congo, vous trouvez une armée de personnes croyant vous réserver un accueil chaleureux, mais non. C'est pour qu'à tour de rôle, on vous dise, vous devez payer ceci. Voilà pourquoi le président a préconisé les guichets uniques. Voilà pourquoi au niveau du ministère des Finances, on a commencé déjà la réforme de la fiscalité avec l'introduction de Sidonia au niveau de la DGDA. Est-ce que ça arrange tout le monde que les agents de l'État ne touchent plus l'argent et que ça soit digitalisé? C'est là l'autre question et c'est là que l'État doit travailler. Il faut une main de fer dans un gars de velours. Aucun pays ne s'est développé sans qu'au niveau des différents ministres, au niveau des différents responsables étatiques, il y ait une rigueur. Mais comment expliquer qu'à l'époque, chaque fois qu'on changeait de premier commissaire d'État, quand tout le monde apprenait à la télévision que Kengo est devenu premier commissaire d'État, première opération, chacun commence à arranger ses comptes. Ah, Kengo est devenu procureur général de la République, le même, hein? Tout le monde dit non, si j'ai des comptes, on va m'arrêter. Kengo est devenu procureur général de la République, non, non, non. Tant qu'il est là, soyons sérieux. Donc, nous avons une grande responsabilité, nous, le ministre. Nous disons, l'autre inconvénient, obstacle, c'est la toxicité de nos taxes, de la fiscalité. Et nous sommes en train de travailler avec tous les ministres, et c'est le ministre des Finances qui porte cette stratégie. Notre pays, aujourd'hui, dans le cadre des changements climatiques, qui est le plus grand défi qui guette l'humanité,
est une solution. Mais en contrepartie, qu'est-ce que nous recevons? Rien. Mais avec l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concertation avec le président Lula du Brésil, le premier ministre indonésien, on commence à parler de plus en plus de la place qui est celle de la République démocratique du Congo, et qu'on preuve les discours du président de la République au forum sur le bassin du Congo à Brazzaville. Je tiens en tout cas à féliciter le président de la République d'avoir dit haut et fort, puisque dire la vérité, ce n'est pas manquer de respect aux autres. Je ne peux pas comprendre que tout le forum sur le bassin du Congo, nous en disposons plus de 60%, se tiennent partout, sauf en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on nous a empêché de le faire? La chaise vide, la politique inexistante, les autres ont profité de l'occasion et nous sommes devenus vraiment la risée de tout le monde, puisqu'à un moment donné, je crois que l'administrateur délégué de là-bas, il se souvient, c'est l'Éthiopie qui était à Copenhague, ou je ne sais plus où, le porte-parole des pays qui disposent de forêts tropicales. À l'époque, on avait envoyé un ministre qui n'a même pas eu droit à la parole. Est-ce que c'est la faute aux autres ou bien notre faute à nous? Nous disons, ça, c'est 100 000 mégawatts. Et là, Julien Paloukou est content, puisqu'il sait que pour que ces zones économiques spéciales fonctionnent, il faut de l'énergie. Inga, 44 000 mégawatts. Inga, c'est 50% des besoins de l'Afrique. Mais avec l'interconnexion Inga, l'Afrique est souveraine sur le plan de l'énergie électrique. Peut même exporter en Asie du Sud-Est, à l'Europe du Midi. Mais tout cela, nous en faisons quoi? Rien du tout. La RDC dispose de 890 sites hydroélectriques de grandes et moyennes dimensions. Plus de 76 000 villages de la République démocratique du Congo comportent chacun un petit site capable de produire de l'énergie pour la transformation. Puisque le thème que vous m'avez donné, vous parlez de la transformation de l'économie, eh bien la transformation nous renvoie à l'industrialisation et ça nous renvoie à la production de l'énergie. Nous avons un autre problème qui risque de nous rattraper, c'est l'eau. La République démocratique du Congo doit, dans le cadre de la transformation économique, voir comment faire de l'eau une ressource qui peut lui apporter de l'argent. Nous sommes encastrés entre deux déserts. Au nord, c'est le Sahara qui descend. Le lac Tchad est séché donc totalement. Au sud, c'est le désert de Kalahari qui monte. Et nous sommes au milieu avec 53 de toutes les eaux d'Afrique. 13% de toutes les eaux du monde. Vous pensez vraiment que, à l'instar des minéraux, on ne va pas cette fois-ci nous dire c'est trop, nous les Tchad, nous prenons cette eau par la force. Et d'ailleurs, le président Idriss Déby avait déjà annoncé les couleurs, les paires, je veux dire. Alors que nous pouvons concevoir des politiques avec des scientifiques pour savoir, est-ce qu'à partir de l'embouchure du fleuve Congo, si on tire quelle quantité pour ne pas déstabiliser les lits de notre fleuve, pour ne pas rendre Inga inutile, qui est un joyau de l'humanité. Tout ceci est bien beau. Nous devons absolument atteindre la souveraineté alimentaire. Et là, j'entre dans le domaine du ministre Joseph Panda de l'Agriculture et du ministre Bokele de Pêche et Élevage. Le ventre vide n'a point d'oreille. Même la main-d'œuvre a besoin de travailler. C'est comme ça qu'à la création de la GECAMINE, on a créé des cantines, on a créé des systèmes d'approvisionnement des bitoyo, les poissons salés, les caconteux, c'est-à-dire la farine de maïs, aux ouvriers pour qu'ils soient rentables dans les mines souterraines. Comme ça qu'on a créé la Tembo pour les miniers et la Simba pour la classe des bourgeois de la GECAMINE.
Aujourd'hui, les choses se sont inversées. Apparemment, les gens sont plus portés maintenant vers la Tembo que la Simba. C'était qu'une parenthèse. Donc, nous devons atteindre la souveraineté alimentaire. Nous ne pouvons pas aller comme ça, aveuglément, ouvrir nos frontières, dire nous avons respecté notre engagement au niveau de la CAF sans concevoir des stratégies nationales avec les opérateurs économiques pour savoir qu'est-ce que l'État doit faire pour que vous, opérateurs économiques, vous puissiez assurer la souveraineté alimentaire de notre pays et que les produits soient transformés sur place. Quand nous regardons les budgets de tous ces ministères qui doivent amener cette transformation économique sur papier, bon, ça paraît intéressant, mais ce n'est pas encore suffisant. Mais allez plutôt voir les documents de reddition des comptes. Vous allez voir que le ministère de l'Agriculture n'a presque rien reçu. Le ministère de l'Industrie a beau crier, n'a rien reçu. Le ministère de l'Élevage et Pêche, la même chose. Mais comment voulez-vous alors créer des richesses si vous ne touchez pas là où nous avons 80 millions de terres arables qui chôment, qui s'ennuient, qui nous regardent et nous mourons. J'ai fait remarquer à mes collaborateurs quand je partais à ma ferme, c'était quel jour petit, avant-hier, hein? J'ai dit, regardez, le maïs transporté, puisqu'ici encore avec les laissés-aller, ces sortes de moutons étaient conçus comme en Angola, comme à Abidjan, comme en Tanzanie. C'est ce qu'on appelle des voies rapides. On avait testé avant de les faire, ça faisait rire les gens, on avait testé quitter échangeur délimité jusqu'à l'aéroport de Njili, c'est 7 minutes. Et donc les autres voies là étaient réservées aux Wewa, aux Ketch, aux autres. Mais maintenant, c'est des camions remorques qui passent là. C'est les transports qui passent là-bas. On répare même des pneus là-bas. On essaie de creuser dans le béton pour que les criques tiennent bon. Mais comment voulez-vous que nous puissions avancer? Donc la population a aussi sa part, mais la population n'est pas responsable de tout cela. Il faut que les gens qui nous gouvernent, chacun à ce qui les concerne, puisse faire son travail. Mais les graines de maïs tombées là-bas, j'ai montré, je dis voilà, les maïs poussent sans engrais, sur du béton. Mais nous avons été résoudre un problème du maïs dans l'espace Grand Katanga et dans l'espace Grand Kassai. S'il peut pousser sur du béton, la terre du Kassai est de loin meilleure que la terre de la Zambie, que de l'Afrique du Sud. Puisque plus vous vous éloignez de l'Afrique du Sud, plus la terre perd sa valeur. Et là, le modèle brésilien nous interpelle. Le président Lula da Silva, quand il est venu, quand il avait dit aux gens, l'agriculture, l'électricité, l'eau, l'éducation, la santé, c'est mon affaire. Vous allez voir que vos enfants vont étudier. Il s'est fixé des objectifs. Il faut atteindre autant de pourcentage de recettes en eau, tant de pourcentage de recettes en électricité, et ainsi de suite. Ça a été fait. Et le Brésil, à ce moment-là, a été classé devant le Canada et la France, parce que tout le monde était étonné. Le Brésil est le pays qui a pu prêter au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, de la crise financière internationale, 50 milliards de dollars. Donc la République démocratique, on peut le faire. Nous avons des similitudes. Quand vous êtes à Moanda, vous jetez la pierre de l'autre côté de l'océan, elle tombe au Brésil, non? C'est la séparation des plaques tectoniques. Donc nous avons les mêmes spécificités. La main-d'œuvre jeune et abondante, il faut la former. Et je salue les initiatives qui sont en train de se faire. Toujours agriculture et pêche, nous avons des cultures pérennes qui commencent à renaître, comme l'a dit l'administrateur délégué de la FEC, à l'est du Congo, mais ce sont des gens qui se débrouillent tout seuls, sans accompagnement de l'État, puisque la plupart de la production sort par des voies informelles, parce que l'État lui-même l'a favorisé, en mettant des taxes impossibles, les gens sortent par d'autres portes et nos voisins s'arrangent pour qu'il en soit ici. La Zambie, partout, ils ne vont pas dire non, ça c'est la fraude. Ils vous mettent même des postes là pour la fraude. Et vous faites comment ce moment-là? Donc nous disons que les réserves halieutiques
poissons. C'est 700 000 tonnes de poissons qui naissent, grandissent, s'ennuient et meurent de vieillesse pendant que les enfants et les parents sont en train de mourir de kwashiorkor. Pays de paradoxe, il n'y a pas de miracle à faire. Vous n'allez plus continuer à demander aux pêcheurs de continuer à utiliser la maison. Quand est-ce qu'il va remplir le conteneur? Nous disons aussi que tout ce potentiel transformé, c'est une bonne chose, mais nous devons penser à la mise en place effectivement des zones économiques et spéciales. Et je voudrais féliciter les ministres Julien Paluku, avec lesquels nous avons fait une tournée en Europe, quand nous avons présenté le modèle congolais. J'ai oublié de vous dire qu'à l'indépendance, pourquoi nous avons perdu notre place au fil du temps, c'est parce que l'indépendance, d'après le père de l'indépendance, les gens devaient quitter les villages et désormais venir retrouver la lumière dans les villes. On a cassé les barrières et les bras qui produisaient au village sont devenus des bouches et des ventres à nourrir dans les centres urbains. On ne l'a pas senti parce que des réserves que nous avions les masquaient très bien. Mais il a fallu la mesure choc de 73, doublé des chocs pétroliers pour qu'on sente, tiens, les Zaïre secoués. Et on s'est réveillé en retard. On n'avait pas conçu notre propre modèle d'accumulation du capital. C'est à cela que le président Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de s'atteler avec ses ministres tels que Julien Paluku et les autres. Le programme de 145 territoires, c'est pour la première fois que nous avons un programme mastodonte comme ça. Mais je ne dirais pas que c'est pour la première fois que nous avons un programme dans ce pays. Parce que quand nous avons eu le programme agricole qui avait été conçu par des professeurs d'université à l'époque, et les gens de Makanda Kabobi et du comité central d'Yemper, quand vous lisez ce programme, il n'y a rien à reprocher à ce programme. Avoir un programme, c'est une chose. Le mettre en œuvre en est une autre. L'affectation de peu des moyens que nous devons savoir où est-ce que nous mettons cet argent pour qu'il y ait un choc retour et créer des richesses. Nous avons l'agenda de transformation agricole. José va y revenir. L'autre secteur, je ne dis pas que je ne l'aime pas beaucoup, mais il nous a tellement éloignés de notre vocation qu'il faut absolument qu'il y ait la revanche du sol sur le sous-sol. Ce sont les mines. Quand en 82, on a libéralisé l'exploitation des diamants, moi j'étais à Mbujimaï, j'ai vu seulement mes amis quitter les classes et aller ramasser les diamants. Quand il pleuvait là, vous voyez les petites pierres qui sortaient, et tout le monde devenait très riche rapidement. Les Kasaï, qui étaient les greniers du Congo, est devenu parmi les pays où la pauvreté secoue davantage. Est-ce que les Kasaï peuvent devenir encore les greniers du Congo? Je dis oui. Les mêmes terres sont là, mais sauf que ceux qui sont venus exploiter les diamants ont laissé des érosions à la place des infrastructures routières, hospitalières et scolaires. Nous avons vu dernièrement, et nous étions très contents, puisque le président de la République a dit « Fini cette histoire d'exporter des minerais bruts ». Et nous avons vu du concret, la société Terra d'un expatrié, puisque je ne sais pas pourquoi les opérateurs communs ne prennent pas les risques, ou alors ils ne sont pas aidés par les autorités. Ça, l'administrateur délégué nous dira où se trouve le problème pour que nous puissions les aider. On commence à transformer les cuivres en câbles électriques pour les réseaux de distribution et pour les constructions. Et nous avons reçu les premières commandes, calmez-vous, venant de la Zambie, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Kenya. Est-ce que ce n'est pas une fierté, ça? Pour faire 1000 mètres, Deng Xiaoping disait qu'il faut faire d'abord 1 mètre. C'est un pas. Et je peux donner beaucoup d'exemples, parce que hier j'étais émerveillé par la maison de l'entrepreneuriat. J'ai découvert beaucoup de choses hier. L'autre secteur qui nous donne des avantages, que nous devons absolument profiter, c'est l'environnement et le tourisme. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième poumon de l'humanité. Aujourd'hui, les sites industriels qui sont assiégés par
des groupes armés, ce sont les meilleurs du monde. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas assiégés à cette temps-ci. Il faut que les gens comprennent que le tourisme, l'environnement, ça peut nous ramener des moyens pour être compétitifs dans ce que nous faisons. Nous avons des espèces rares ici chez nous. Évidemment, par la magie de la guerre, nous qui étions les seuls à avoir les gorilles en Afrique, maintenant, les gens vont chez nos voisins pour visiter les gorilles, donner même les noms aux petits qui naissent. Et ils savent très bien que c'est le parc de Kaouzi-Biega qui est le milieu naturel de ces gorilles. Est-ce que nous allons continuer à pleurer pour créer des conditions pour que les gens comprennent qu'ils doivent directement collaborer avec nous? Nous avons le secteur, je vais m'arrêter là pour vous résumer, au regard de ce que j'ai dit et de ce que je n'ai pas dit, la vision du chef de l'État. En réalité, en ce qui concerne l'implantation de la ZLECAf, le chef de l'État a conçu 3 phases. La première phase, et c'est là que le ministre qui la doit intervenir, c'est la connectivité entre les différentes provinces. Il n'est pas pensable, il n'est pas imaginable que Lubumbashi puisse échanger avec l'Afrique du Sud, mais incapable d'échanger avec Kananga. Il n'est pas pensable que Mahagi puisse échanger avec l'Ouganda, mais incapable d'échanger avec Kisangani. Parce que tout simplement les réseaux routiers, les réseaux ferroviaires, lacustres et fluviales, aériens sont tout simplement à l'état de délabrement avancé. Et pour ce qui concerne les réseaux fluviales et lacustres, nous devons draguer le fleuve Congo, les rivières sont ses affluents. Pour les lacs, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, il faut les baliser. Mais pour les rails, je crois que nous avons du pain sur la planche. Nous sommes encore dans l'ancienne génération. Donc pour le président, il faut plusieurs choses à la fois. Vous superposez la carte de la relance économique à la carte des transports aériens, transports terrestres, transports fluvial, lacustre et autres, à la carte des différents hubs pour la distribution de l'énergie électrique et de façon équitable sur l'ensemble du territoire congolais, à la carte des hubs pour la fibre optique, pour la communication, et à la carte, je peux vous en citer des milliers. Voilà comment le Congo va se développer. Deuxième phase pour le président de la République, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, les deux s'emboîtent. Je vais vous donner un exemple. C'est moi qui avais été signé à la demande du président en Afrique du Sud pour la construction du pont sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Mais j'avais ajouté une incise. Il dit les travaux de ce pont vont commencer quand les travaux du port de Banana vont arriver à 2/3 de ses réalisations. Parce qu'il ne faudra pas qu'en jetant ce pont, on puisse neutraliser l'économie de toute la province du Congo central qui fait partie intégrante de la République démocratique du Congo. Et donc, nous en sommes là. Deuxième phase pour le président, c'est l'intégration sous-régionale et régionale. Si l'Afrique subsaharienne échange déjà avec l'Afrique saharienne, il y a circulation de biens et de personnes, nous avons des politiques concertées pour les avantages comparatifs, nous avons des spécialisations pour ne pas nous faire des concurrences déloyales. Si moi je peux produire de l'huile de palme moins cher par rapport au Congo en face, il doit nous laisser ça. S'il peut produire quelque chose moins cher par rapport à nous, on le fait. C'est comme ça que les grands pays autour de l'Allemagne et de la France se sont développés. La troisième phase pour le président, c'est au fait la connectivité des différentes organisations sous-régionales. Quand vous partez de Cape Town jusqu'au Congo, vous partez du Kenya jusqu'au Congo, partez du Sénégal jusqu'au Congo, et du Congo en Égypte, et vous avez tous les Maghreb, nous allons effectivement constituer l'Afrique que nous voulons, de la ZLECAf, du marché commun,
Et pour cela, nous devons construire, dans un premier temps, 3000 km de chemin de fer qui quittent l'océan Atlantique à Mwanda jusqu'à l'océan Indien, puisque l'autre partie est déjà construite. Nous devons penser à plus de 16 000 km de balisage de notre fleuve, un grand boulevard naturel que Dieu nous a donné. Nous devons penser à asphalter cette route nationale d'une longueur de 8200 km. Nous devons réhabiliter, et là c'est pour José Panda, les routes des desserts agricoles, 152 000 km de routes provinciales et des routes des desserts agricoles. Si nous le faisons, les craintes de l'administrateur délégué de la FEC et de nous tous seront apaisées. Parce que Boussa a 1 million de dollars, moi j'ai 1000 dollars et il me dit non, ton marché est le mien, ça devient marché unique, nous pouvons tous nous adresser à ce marché-là. Mais avant que je me réveille, il va tout rafler et puis finalement il va commencer à me vendre à moi.